Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes politologue, vous êtes l'ancien directeur du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Et aujourd'hui, vous êtes invité pour votre livre « Le goût de la politique, un observateur passionné et passionnant, j'ajoute, de la Ve République ». C'est chez Odile Jacob. On va essayer de faire le tour de ce monde qui a tant changé, de notre République qui a tant changé. Je voudrais commencer par une réflexion que vous avez autour du concept de citoyen sentimental, de citoyen affectif. Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques décennies, eh bien, l'émotion a pris le dessus sur la raison dans le comportement des électeurs, mais aussi l'attitude des politiques? Oui, de plus en plus. Et pourquoi? Pourquoi ce citoyen émotionnel, affectif, a pris beaucoup de place? C'est parce qu'au fond, l'espace de la raison politique, l'espace aussi des idéologies qui n'étaient pas toujours très raisonnables, mais des idéologies qui s'efforçaient de développer une certaine forme de rationalité politique, se sont évanouies. On ne parle plus du communisme, on ne parle plus du libéralisme, du socialisme, etc. Et pour orienter leur choix, c'était bien utile dans les années 50-60 de pouvoir rationnellement se référer pour un marxiste aux œuvres de Marx, pour un nationaliste aux œuvres de Maurras ou que sais-je encore, pour un gaulliste de se référer aux œuvres du général de Gaulle. Là, au fond, c'est un peu aujourd'hui une forme de désert. Les corps intermédiaires se sont évanouis et les idéologies avec. Et qu'est-ce qui reste pour orienter son choix? Eh bien, les affects, le système d'affects. C'est pour ça d'ailleurs que il y a toujours une politisation, mais c'est une politisation qui joue beaucoup sur le ressentiment, sur le rejet. On se pose en s'opposant. Les passions tristes. Voilà, les passions tristes. Qui donnent des engouements populistes. Voilà, qui donnent des engouements populistes, que ce soit le populisme de la gauche ou le populisme de la droite d'ailleurs. Peu importe, j'allais dire. On est dans une logique, oui, où l'émotion ne règne pas, j'allais dire, en maître, mais où l'émotion a certainement beaucoup plus de rôle. Le citoyen sentimental, comme dit un collègue américain, a certainement un rôle beaucoup plus important que dans les années 50-60. Alors vous réfléchissez aussi, page 63, à la figure paternelle, à travers votre parcours intime, individuel, mais aussi évidemment l'évolution politique. Cette figure paternelle déboulonnée, c'est en France le deuil impossible du général de Gaulle? Oui, c'est le deuil impossible du général de Gaulle. Il faut dire aussi, et un historien de Sciences Po, Raoul Girardet, a écrit un petit livre jadis qui s'appelle « Mythes et mythologie politique », dans lequel il dit parmi les mythes français les plus importants, il y a le mythe de l'homme providentiel. À droite comme à gauche, regardons la figure de Mitterrand comme homme providentiel de la gauche. Et il y avait derrière cette figure de l'homme providentiel une figure qui était une figure assez paternelle. Et on voit bien comment, au fur et à mesure des décennies, ça a commencé peut-être d'ailleurs dans les années 68 et 69, qui ont rêvé d'une société sans père, comme le disait là aussi un ouvrage de l'époque, eh bien cette figure paternelle a été déboulonnée, j'allais dire, dans toutes les institutions. Les organisations, la famille, les entreprises, la politique, l'université. Disparaît la figure du professeur avec ses assistants qu'il est en train de former. Et les réseaux sociaux ont achevé le travail 40 ans plus tard. Ils achèvent le travail. On passe au fond d'un univers vertical, pyramidal qui structurait davantage d'ailleurs les personnalités, qui parfois a créé quelques drames aussi, quand la figure du père était une figure écrasante, à un univers horizontal, qui est l'univers typique des réseaux sociaux, mais qui est beaucoup moins structurant pour les individus. Alors, dans votre parcours personnel et politique, votre cœur bat pour une forme de social-démocratie, de socialisme tempéré, de gauche à la fois raisonnable et humaniste, que vous allez trouver un peu chez Le Canuet d'abord, chez Chaban, chez Delors. Voilà. Et cette démocratie aujourd'hui, cette social-démocratie, est-ce qu'elle vous semble morte en France? Oui, tuée par la NUPES. Elle est tuée par la NUPES, mais auparavant, elle a été tuée par sa relative incapacité à s'adapter, j'allais dire, à la mondialisation et à la société globale. La mondialisation a créé une crise fondamentale sur laquelle il y a eu d'ailleurs énormément d'ouvrages intéressants, une crise fondamentale des États-providence qui étaient des États nationaux, qui étaient à la base du fameux compromis social-démocrate. Et au fond, la social-démocratie n'a jamais réussi, une fois que cette figure de l'État-providence national est mise en cause par la globalisation, elle n'a jamais réussi, cette social-démocratie, à trouver un second souffle, et peu à peu, elle s'est étiolée.
Elle a quitté la défense des classes populaires, hissé, faire monter dans l'ascenseur social ces classes-là, au profit des minorités victimes. Voilà. C'était une erreur ? Voilà. Oh, c'était une grosse erreur. Ça s'est fait, hélas, un peu dans tous les systèmes politiques démocratiques. En effet, peu à peu, on a vu la gauche et la gauche socialiste ou social-démocrate, mais même la gauche communiste, d'une certaine manière en France, faire le deuil de la défense des couches populaires, de l'articulation de programmes économiques et sociaux capables de satisfaire tout ou partie des demandes de ces milieux populaires, au profit, en effet, d'un combat d'ailleurs qui va annoncer le wokisme d'aujourd'hui, qui est un combat pour défendre toutes les minorités en tout genre, et un combat qui n'est plus social et économique, mais qui devient un combat culturel. Et idéologique. Et idéologique. Et religieux. Et Est-ce religieux, que bien sûr. l'islamo-gauchisme de Mélenchon, c'est cela ? Bien sûr. On ne s'intéresse plus aux ouvriers qui, de toute façon, votent Le Pen. Bien sûr. On va s'intéresser aux banlieues de l'islam. Voilà, on s'intéresse aux banlieues de l'islam, on s'intéresse à l'électorat des Français musulmans parce qu'on s'aperçoit tout simplement que LFI et Mélenchon, c'est aujourd'hui leur base électorale. Ils font beaucoup plus chez les Français musulmans qu'ils ne font par exemple chez les ouvriers. 69% selon un sondage de l'IFOP au lendemain de la présidentielle. Ou les employés. Donc l'islamo-gauchisme qui fait les ravages que l'on sait aujourd'hui trouve ses racines dans ce phénomène d'une gauche qui est passionnée par la défense des minorités en tout genre et qui a abandonné des combats qui sont des combats pourtant majoritaires, puisque les ouvriers, les employés, les petites classes moyennes, ça constitue une majorité de la population française. L'alerte sonne pour vous en 72, au moment de Munich, de l'attentat des JO, de l'attentat contre les athlètes israéliens. Là, vous voyez une gauche radicale sortir du bois. Tout à fait. Edoui Plenel, Jean-Paul Sartre et quelques Voilà. autres, et choisir le camp des terroristes. Voilà, ils choisissent le camp des terroristes. J'allais dire, ils le théorisent presque. Il y a un article, à l'époque, Edoui Plenel intervenait sous un pseudonyme, le pseudonyme de Joseph Krasny. Krasny, voilà, qui est un article mais terrifiant. Dans lequel il justifie pleinement le fait que la révolution est du côté des terroristes qui sont des terroristes islamistes au fond, hein, et que au fond l'extrême gauche révolutionnaire peut faire un bout de chemin avec eux parce qu'ils appartiennent au camp des dominés. J'allais dire, on est en plein islamo-gauchisme avant l'heure. Islamisme, populisme, nationalisme, ce sont pour vous trois vecteurs, trois symptômes, trois incarnations des sociétés fermées. Et pourtant, aujourd'hui, les nationalistes se disent les ennemis des islamistes, etc. Donc, ce sont des sociétés fermées alliées ou ce sont des sociétés fermées qui vont s'entre-dévorer ? C'est des sociétés fermées qui vont peut-être un jour ou l'autre s'entre-dévorer. On le voit, si vous voulez, il y a les prodromes de ce type de combat dans la difficulté qu'ont aujourd'hui les nationalistes, dans la perspective des prochaines élections européennes, à trouver un terrain d'accord. On s'aperçoit en effet, je crois qu'il va y avoir une poussée des nationalismes et des populismes absolument partout dans les 27 pays de l'Union européenne. Mais déjà, les conflits ont commencé. Par exemple, au sein du même groupe, Identité et démocratie à Strasbourg, on s'aperçoit que le RN a beaucoup de mal à se mettre d'accord avec l'AfD, qui est un peu son correspondant du côté de l'Allemagne. Ils sont, par exemple, Madame Meloni, qui représente la droite de la droite italienne. Aujourd'hui, eh bien, on sait très bien qu'elle ne sera pas dans le même groupe que Marine Le Pen. Donc, on voit très bien qu'il y a déjà l'international des internationalistes. C'est quelque chose de très difficile à réaliser. Mais alors, l'international des nationalistes, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et du côté de l'islamisme, c'est pareil. Ils s'entretuent tout autant qu'ils déclarent la guerre à l'Occident. Bien sûr, et on le voit sur des terrains comme le terrain syrien, le terrain irakien, en effet, les différentes sensibilités, si on peut parler de sensibilité à leur propos, les différentes sensibilités islamistes sont dans un état de concurrence perpétuelle. Regardez ce qui s'est passé sur le territoire de l'autorité palestinienne entre ceux qui restaient fidèles au Fatah et le Hamas. Ils se sont entretués. Et pourtant, ça empêche quand même, malgré ces zizanies, les raisonnables, les modérés, de reprendre le contrôle de leur pays. Tout à fait. Tout à fait, ça marginalise cette montée aux extrêmes, marginalise ceux qui sont à la recherche de compromis, qui estiment que quels que soient les engagements, l'heure du compromis doit sonner, qu'on doit se mettre autour d'une table avec les ennemis d'hier pour les transformer en adversaires avec lesquels on transige. Page 175, vous redoutez le moment
qui approche selon vous, où l'antimacronisme dans ce pays sera plus fort que l'anti-lepénisme. Oui. Est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce qu'on ne va pas y être là, après les européennes, C'est possible. cet automne? C'est possible. S'il y avait une dissolution. Voilà. Et l'heure sera une heure grave. Parce que, en effet, le jour où l'antimacronisme deviendra plus virulent, plus mobilisateur quelque part que l'anti-lepénisme, qui continue tout de même à exister, eh bien, les portes d'une majorité absolue dans un second tour de l'élection présidentielle pour la candidate du Rassemblement national s'ouvriront. Vous pensez que pour franchir cette dernière marche, elle passera un pacte avec le peuple en leur disant ça ne sera pas le lepénisme au pouvoir, ça sera un lepénisme allégé, édulcoré. Oui. Je crains qu'elle n'annonce pas cela, parce que déjà, regardez, dans l'accord qu'elle a passé avec le jeune président Bardella, qu'elle a mis à la tête du Rassemblement national, elle dit voilà, si un jour on emporte le pouvoir, il y aura moi en tant que présidente et Jordan Bardella en tant que Premier ministre. On ne sait de rien, donc. On ne sait de rien. Pour commencer l'ouverture, c'est mal parti. Un mot quand même sur Sciences Po, vous consacrez de nombreuses pages à ce qui se passe à Sciences Po. Est-ce que vous pensez que la commission d'enquête sur l'enseignement supérieur, qui cette fois est amorcée, peut apporter des solutions? Ça sera extrêmement difficile parce que des mauvaises habitudes ont été prises dans l'ensemble de l'université française. D'autre part, bien au-delà de Sciences Po, quand vous regardez l'université française, dans les classements internationaux, les universités françaises sont en général, sauf certaines universités de sciences exactes et Sciences Po pour la science politique, sont des universités plutôt mal placées. Donc, comme dans d'autres secteurs de l'enseignement, je pense au secondaire et au primaire, on a bien l'impression d'un navire enseignement public qui prend de plus en plus l'eau. Et ça sera très, très difficile à réformer. Pourquoi? Parce que le système universitaire français est un système très conservateur, qui se reproduit à l'identique. Il n'y a peut-être, j'exagère, mais comme je les connais bien, puisque j'en fais partie, il n'y a peut-être pas plus conservateur que les enseignants. Le goût de la politique, mais aussi derrière cela le goût de la vie, tout simplement. Un observateur passionné de la Ve République, Pascal Perrineau, c'est chez Odile Jacob. Merci et bonne journée. Merci à vous.